qu'est-ce qu'on entend par régime matrimonial? Et puisqu'il y en a 3, c'est pourquoi nous parlons des régimes matrimoniaux. En fait, lorsqu'on parle des régimes matrimoniaux, c'est un point qui a trait à la famille. Nous savons très bien que le mariage, c'est à travers le mariage que nous construisons une famille. Et donc, les règles qui concernent les régimes matrimoniaux, on les trouve bien dans le code de la famille, pas un autre texte. C'est ainsi que nous disons, les régimes matrimoniaux, c'est un ensemble de règles juridiques. Les règles, c'est-à-dire juridiques, parce qu'on les trouve dans le code de la famille, qui organisent, qui régissent les rapports patrimoniaux, c'est-à-dire les biens et les dettes des époux pendant le mariage. Donc, les régimes matrimoniaux organisent la gestion des biens et des dettes des époux pendant le mariage. Et le pasteur a insisté sur l'importance des régimes matrimoniaux. Vraiment, j'ai salué son introduction. Et on sait que dans nos coutumes africaines, dans nos familles africaines, les régimes matrimoniaux posent de sérieux problèmes. D'où l'importance de bien les connaître et de savoir comment s'adapter par rapport aux circonstances. Donc, il y a d'abord l'importance du régime matrimonial par le fait de la gestion des biens entre les époux. Qui est chargé de gérer les biens? Le régime matrimonial va déterminer qui est celui-là qui va gérer les biens. Est-ce c'est l'homme? Est-ce c'est la femme? Mais la loi autorise les deux époux à s'organiser en confiant la gestion des biens à l'un d'entre eux. Ils peuvent s'entendre, ils peuvent avoir des accords qui permettent à ce que l'un des époux puisse gérer. Mon épouse est très forte dans la gestion des biens, je lui confie la gestion. Mon époux est très fort pour gérer, je lui confie la gestion des biens. Mais s'il arrive que vous ayez un époux qui, chaque fois quand il a l'argent, peut se retrouver dans un bar pour vider toute la poche, c'est tout à fait normal que la gestion puisse revenir à la femme. Tout dépend de l'accord des époux. Et l'importance aussi des régimes matrimoniaux, c'est lors de la dissolution du mariage. On sait que le mariage peut être dissous automatiquement par décès ou encore par le divorce. Dans tous les cas, pour les décès, on parlera de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire qu'il faut que les héritiers interviennent, ils sont appelés au partage des biens, et donc il y a déjà, on doit connaître le régime matrimonial pour partager les biens du défunt. Lorsque c'est le divorce, il faut absolument qu'on puisse liquider les biens et partager les biens entre les deux époux. Voilà ce qui est important à savoir, parce que si vous choisissez les régimes matrimoniaux sans connaître son importance, la conséquence c'est que si nous savons que nous les chrétiens, nous ne nous marions pas pour divorcer, mais les décès peuvent intervenir et nous devons savoir quel sera le partage des biens. Surtout, j'insiste, pour nous, les Africains. Alors, lorsqu'on parle du mariage, nous savons tous que dans nos habitudes, nous parlons de 3 types de mariages. Il y a le mariage coutumier, qui est célébré en famille. Il y a les membres des familles du côté de la femme et du côté de l'homme qui manifestent leur consentement et qui acceptent que les deux futurs conjoints puissent se marier. C'est un mariage qui est, je dirais, préalable et obligatoire à toutes les autres formes du mariage. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas contracter un mariage religieux ou un mariage civil sans au préalable
avoir contracté les mariages coutumiers célébrés en famille. Et lorsqu'on contracte le mariage coutumier, la loi ne nous oblige pas de célébrer, d'organiser une grande fête dans une salle. Pas c'est le mariage coutumier. Vous pouvez le faire en famille. Mais la loi ne vous oblige pas non plus à célébrer les mariages civils. Parce qu'aujourd'hui, après le mariage coutumier, c'est le mariage civil. Et on a tendance à faire aussi des dépenses pour le mariage civil. Alors que la loi nous donne la possibilité aussi d'aller faire enregistrer les mariages coutumiers. Et ces mariages produisent tous les effets. C'est-à-dire, nous sommes mariés en famille, nous pouvons le jour suivant prendre notre voiture, nous allons juste au bureau de l'officier de l'état civil, nous déclarons que nous venons pour enregistrer notre mariage coutumier qui a été célébré. Évidemment, certainement, on va vous demander des témoins pour savoir si on a versé la dot, qui est une des conditions essentielles. Mais vous pouvez ne pas organiser une fête pour les mariages civils. Vous pouvez aller au territoire, vous pouvez aller à Makaïsamba pour dire nous venons enfin enregistrer notre mariage. Et une fois le mariage enregistré, vous produit les mêmes effets que les mariages célébrés devant l'officier de l'état civil. Donc il y a le mariage coutumier, il y a le mariage civil qui est célébré devant l'officier de l'état civil, et il y a aussi le mariage religieux pour nous les chrétiens. Alors, à quel type de mariage correspond le régime matrimonial? Il est clair que c'est lors de la célébration ou de l'enregistrement du mariage civil que le régime matrimonial est choisi par les époux. Je dis bien, c'est lors du mariage civil, pas au niveau du mariage coutumier. Là, le régime matrimonial n'intervient pas. Et personne ne vous posera la question. Mais devant l'officier de l'état civil, lorsque vous vous présentez pour un mariage civil, et d'ailleurs l'officier de l'état civil va vous expliquer les trois types de régimes matrimoniaux afin de vous permettre de vous faire une idée sur les choix à faire en ce qui concerne les régimes qui vous sera applicable. Donc c'est devant l'officier de l'état civil, c'est le mariage civil. Donc si vous n'avez dans cette salle, si vous êtes marié, mais d'un mariage coutumier non enregistré et qui n'est pas un mariage civil, je vous prierai de vous organiser pour aller devant l'officier de l'état civil faire seulement enregistrer votre mariage. En ce moment-là, vous êtes protégé. Si vous avez, et c'est à cette occasion que on va vous poser la question du régime matrimonial. Et parce que le régime matrimonial figure aussi dans l'acte de mariage. Alors, comme il s'agit d'une matière qui concerne la famille, il est pour ceux qui veulent approfondir les notions que nous développons, sachez très bien que vous pouvez trouver les dispositions des codes de la famille. Vous avez les articles 487 à 536 qui parlent des différents types de régimes matrimoniaux que nous allons voir. La loi organise trois types de régimes matrimoniaux. Il y a d'abord le régime de la séparation des biens, et puis le régime de la communauté universelle de biens, et enfin le régime de la communauté réduite aux acquis. On va essayer d'expliquer ces trois types de régimes, et c'est là vraiment le cœur de notre exposé. Dans le régime de séparation des biens, en fait, c'est un régime qui consacre le patrimoine. Le patrimoine ici, on a deux patrimoines, c'est-à-dire
chaque époux possède ses biens propres. Les biens ne sont pas en communauté. Les biens ne sont pas communs. Chaque époux a ses biens. Et chaque époux a le droit de jouir de ses biens, de gérer et même d'en disposer. C'est-à-dire disposer, c'est-à-dire il peut céder, il peut transmettre à qui il veut. Voilà. Donc c'est vraiment en toute autonomie que chaque époux gère ses biens. Bon, je sais que dans notre entendement africain et même chrétien, lorsque vous parlez, vous choisissez le régime de la séparation des biens, ça sonne déjà très mal. C'est comme si ça donne l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Le fait de choisir la séparation des biens. Mais je vous dis que la séparation des biens aussi est choisie pour épargner le patrimoine de l'autre époux. Lorsque l'un des époux exerce une activité qui est dangereuse ou une activité à risque. Par exemple, lorsque un des époux exerce un commerce qui entraîne la manipulation de beaucoup d'argent et qui aussi entraîne beaucoup de crédits auprès des banques. Ça signifie que lorsque cette personne tombe en faillite, il est tout à fait normal que la banque puisse recouvrer ses dettes à travers les biens de cet époux-là. Mais l'autre époux, ses biens resteront intacts. La banque ne peut pas exercer une action sur les biens de l'autre époux parce qu'ils sont en régime de séparation de biens. Et c'est généralement les Européens qui aiment bien ces régimes de séparation de biens. Ils aiment bien les régimes de séparation de biens. Je ne sais pas, je crois qu'à la fin, nous serons avec l'expérience de Papa Soto. Combien de cas de séparation de biens il a eu à célébrer au niveau de l'état civil. Mais sachez très bien que pour ce régime, donc nous avons les deux types de patrimoine et le patrimoine appartenant à chacun des époux. Chacun a la jouissance de ses biens. Je me souviens, un de mes professeurs de droit était en régime de séparation des biens avec son mari. Et chaque fois qu'on allait à son domicile pour la correction des examens, en ce moment-là j'étais chef de travaux, je l'assistais. Chaque fois qu'on allait faire la correction des copies d'examen, ce sont ces enfants qui nous montraient les parkings de papa et les parkings de maman. Et maman travaillait dans une entreprise qui payait bien. Et maman avait des chips derrière les pieds. On voyait 3 chips au parking de la maman. Et il y avait une voiture simple au niveau du parking de papa. Et les enfants de temps en temps nous disaient, ça c'est pour maman, ça c'est pour papa. Et la maison, leur domicile, c'était la maison de la femme. Et la famille de la femme posait des problèmes en disant que le mari était logé chez son épouse. Et je vous avoue que ce couple-là connaissait beaucoup de problèmes, beaucoup d'attaques familiales, du fait du régime de la séparation des biens. Et ils avaient toujours tendance à vouloir se séparer. Donc c'est comme ça que j'ai dit, mine de rien, ça joue aussi sur la psychologie. On sent que le fait d'adopter les régimes de séparation des biens, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Voilà maintenant les régimes de la communauté universelle des biens. Pour la séparation, nous avons des patrimoines, formés par les biens propres de chacun des époux. Pour la communauté universelle des biens, nous avons un seul patrimoine. Et c'est le patrimoine commun aux deux époux. C'est-à-dire les biens que possède chacun des époux ou que possédait chacun des époux avant le mariage et les biens que les époux vont acquérir pendant le mariage sont des biens communs.
ce sont les deux époux qui sont propriétaires de leurs biens. Ici, il y a un seul patrimoine qui réunit les deux époux. Alors, ici, à Moanda, j'ai connu une situation, c'est-à-dire que la femme travaillait et avait ses biens, notamment une voiture. Et lors du mariage, la femme avait utilisé la voiture qui a servi à conduire les époux à l'église et à la salle de fête. Et ils se sont mariés. Et après le mariage, chaque fois que le papa voyait le mari conduire la voiture de sa fille, le papa appelait sa fille pour dire « J'ai vu ton mari en train de conduire ta voiture ». Mais le papa ne connaît pas le régime matrimonial qui régit ce couple-là. Ils étaient en régime de communauté universelle de biens. Et donc cette voiture-là n'appartenait plus à la femme. La voiture appartenait aux deux époux. Mais le papa n'avait pas cette notion-là. Et il a continué, chaque fois qu'il voyait le mari, il appelait sa fille. J'ai vu ton mari en train de conduire ta voiture. Alors que la voiture est tombée dans la communauté universelle de biens. Et ici aussi dans la communauté, vous devez savoir, quand on dit communauté, c'est la communauté de l'actif et du passif. Donc, il y a les biens, il y a aussi les dettes. Donc, si l'un des époux a des dettes, on peut toujours payer, on peut toujours recourir aux biens qui vous appartiennent, les biens qui appartiennent aux deux époux. Donc, il y a la communauté des biens, mais il y a aussi la communauté des dettes. Donc, on peut poursuivre les biens que vous avez, même si c'est des biens utilisés par l'homme ou la femme, on peut toujours poursuivre. Donc, vous êtes tenu par cette solidarité-là, hein, la solidarité des dettes. Et un autre exemple ici pour le régime universel des biens, j'ai connu un collègue de service qui était décédé et il avait laissé 5 enfants, dont l'aîné et l'unique, c'était les garçons. Alors lorsqu'il fallait ouvrir la succession était ouverte, il fallait procéder au partage des biens, notamment les décomptes finales. Et c'est l'aîné qui était choisi comme liquidateur, et donc c'est lui qui devait signer les documents, prendre l'argent, ouvrir les comptes et partager. Alors lorsqu'il devait partager, il dira à ses sœurs, donc les 4 sœurs, que vous êtes mariés et vos maris n'ont rien fait, vos maris n'ont fourni aucun effort, ils vont devenir riches comme ça parce que vous aurez l'héritage de papa. Chacun devra voir, si je ne me trompe pas, 19 500 $. Alors, l'aîné a bloqué les fonds de ses sœurs, disant que si je vous donne votre argent, vous allez partager avec vos maris parce que vous êtes mariés sous le régime de la communauté de biens. Et la conséquence, c'est qu'il a gardé l'argent et il avait dit à ses soeurs, si vous avez besoin de quelque chose, vous venez, vous me posez le problème, je sors, si c'est 100 $, je vous donne. On fait le compte jusqu'à la fin. Donc vous voyez que ça, ce sont des réflexions qui peuvent se faire. Troisièmement, nous avons les régimes de la communauté réduite aux acquis. En fait, les acquis, ce sont les biens acquis pendant les mariages. D'accord? Ce sont les biens acquis pendant les mariages. Les régimes de la communauté réduite aux acquis, c'est un régime plus ou moins hybride. C'est-à-dire qu'il prend en considération le régime universel des biens et d'autre part aussi le régime de séparation des biens. Pourquoi? Parce que dans le régime de la communauté réduite aux acquis, chacun des époux garde ses biens propres acquis avant le mariage. Chacun des époux
avant les mariages. Et ce sont les biens acquis pendant les mariages qui sont des biens communs. C'est-à-dire si, lors du mariage, j'ai possédé un immeuble, par exemple une parcelle, cette parcelle n'entre pas dans la communauté. Parce que c'est un bien que j'ai acquis avant les mariages. Et ce qui est en commun, c'est seulement ce que nous aurons pendant les mariages. Il faut se dire aussi que ces régimes de communauté réduite aux acquis, c'est les régimes par défaut. C'est-à-dire lorsque les époux n'ont pas choisi, ou n'arrivent pas à choisir, ou ils ont oublié de faire le choix, en ce moment-là, c'est ces régimes qui s'appliquent à eux de façon automatique. Et c'est ce que prévoit le législateur. Donc lorsque les époux ou les futurs époux n'ont pas choisi le régime matrimonial, le régime qui sera applicable, c'est le régime de la communauté réduite aux acquis. Alors, mais la loi prévoit aussi quelques situations qui exigent, quels que soient les régimes qu'on peut adopter, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. Il y a des engagements à ne pas prendre seul, et ces engagements nécessitent l'accord aussi de l'autre. Il faut absolument obtenir l'accord de l'autre dans les mariages. C'est par exemple de transférer une concession foncière, un terrain. Vous voulez céder à quelqu'un d'autre. Ou vous voulez constituer, comme on dit, un droit réel, c'est-à-dire que pour garantir par exemple une dette, je peux donner quelque chose en cas. Ou pour donner une garantie d'une créance que je voudrais avoir, je voulais par exemple emprunter auprès d'une personne 100 000 $, je lui dis, comme garantie, je te donne le certificat d'enregistrement de notre parcelle. C'est l'hypothèque. Donc, vous ne pouvez pas le faire sans que l'autre ne puisse le savoir. C'est ce que nous disons, gréver d'un droit réel. Donc, lorsque vous devez transférer une concession foncière, il faut absolument avoir l'accord de l'autre. C'est pareil lorsqu'on veut aliéner un immeuble commun, un bâtiment, vous voulez donner à quelqu'un d'autre, mais lorsque la valeur de ce bâtiment dépasse 150 000 francs congolais, 150 999 francs congolais, vous devez absolument avoir l'accord de l'autre. C'est également lorsqu'on veut avoir contracté une dette de plus de 150 000 francs congolais sur les biens que vous avez en commun. Ça, c'est ce qu'on appelle gage, c'est-à-dire que je veux avoir de l'argent et en garantie, je donne par exemple une voiture. En ce moment-là, vous devez avoir l'accord de l'autre. Donc, contracter un emprunt. C'est un emprunt, pas un emprunté, un emprunt. Alors, faire aussi une donation de plus de 650 000 francs. Vous cautionnez la dette. Vous voulez faire un don d'un bien qui est dans la communauté ou en séparation de biens. Vous voulez faire un don. Je donne un exemple. Vous voulez vous débarrasser par exemple d'une armoire que vous avez achetée parce que vous avez commandé une nouvelle armoire, mais dont le montant dépasse 650 000 francs congolais. Mais vous ne pouvez pas prendre cette armoire en disant mon petit frère n'a rien dans sa maison, alors je lui donne cette armoire, sans pour autant obtenir l'accord de l'autre époux. Et cela, ça arrive souvent dans nos maisons. Vous êtes là, vous voyez que votre frère, votre soeur, votre cousin n'a rien, et vous décidez parce que bon, nous avons 3 voitures, mais la voiture là pose un peu de problème, je lui donne. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut absolument obtenir l'accord de l'autre. Il faut absolument obtenir l'accord de l'autre.
Et un point important que je voudrais souligner, c'est que dans tout ça, ce qui est important, c'est le dialogue dans le couple. C'est le dialogue qui est très important dans le couple. C'est-à-dire, ce genre de matière, vous devez en parler entre vous, époux, pendant le mariage, dans le couple. Pourquoi je le dis? Parce que vous devez comprendre les conséquences. Ça vous permet de mieux vous défendre. Et puis en plus de cela, il est anormal. Moi, j'ai été assisté à un mariage à l'état civil. On arrive, on pose la question à l'homme. Vous voulez vous marier sous quel régime? L'homme dit, c'est le régime de la communauté universelle des biens. On pose à la femme la question. Vous voulez vous marier sous quel régime? La femme dit, pour moi je pense que c'est le régime de la séparation des biens. C'est déjà un problème. Ce couple-là, déjà parti de là, on sent qu'il y a un problème. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, donc on ne traite pas des sujets importants qui concernent l'avenir du couple. On pose à la femme la question, vous voulez avoir combien d'enfants? La femme dit 2. On pose la question à l'homme, vous voulez avoir combien d'enfants? 5. C'est déjà un problème. Ce sont des petites choses, mais qui montrent clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce couple. Un bon couple, généralement, arrive à avoir les mêmes réponses. Parce que, par le fait du dialogue, ils arrivent à harmoniser leurs divergences. Et il a mis le même pour le régime matrimonial. Alors, qui peut choisir le régime matrimonial? Et quand faut-il le faire? Évidemment, ce sont les époux eux-mêmes qui choisissent le régime matrimonial. Et je vous ai dit, c'est au moment de la célébration ou de l'enregistrement du mariage. Célébration, c'est lorsque on se présente devant l'officier de l'état civil. L'enregistrement, c'est lorsque on a contracté le mariage coutumier et par la suite, on est parti faire enregistrer le mariage. Mais si les époux sont empêchés, ils peuvent déléguer, envoyer un mandataire pour confirmer leur régime matrimonial. Mais sachez très bien que ça ne sera pas automatique, ce n'est pas n'importe qui ira. Certainement, vous devez apporter toutes les preuves que vous avez été mandaté par les époux pour pouvoir déclarer le régime matrimonial qui leur est applicable. On va certainement vous demander la procuration et il faudra prouver que vous avez vraiment reçu mandat. Alors, on peut se poser aussi la question de savoir est-ce que la loi autorise qu'on puisse changer le régime matrimonial une fois que ce régime a été choisi? Je répondrai par l'affirmative. La loi, effectivement, autorise la modification du régime matrimonial. Et aussi, ça arrive pour plusieurs raisons. Mais nous devons savoir qu'il y a des conditions. Il y a des conditions pour changer, modifier le régime matrimonial. On ne peut modifier le régime qu'une seule fois pendant le mariage, pas plusieurs fois. Donc, si vous modifiez, une fois modifié, vous ne pouvez plus, durant toute votre vie, modifier le régime matrimonial. Et la demande doit émaner des époux ou de l'un des époux. Mais encore, si c'est l'un des époux, il faudra que l'autre aussi soit d'accord pour que cela produise des effets. Alors, il faudra aussi prouver que la modification s'est faite dans l'intérêt du mariage, dans l'intérêt du ménage, et la modification doit concerner la modification d'une situation importante d'un des époux. Il faut montrer que la situation d'un des époux exige à ce qu'on puisse modifier.
je connais des exemples de cas de personnes qui ont modifié leur régime matrimonial. Ils ont modifié pourquoi? Tout simplement parce que il y a eu des problèmes au niveau des familles. Les familles africaines, lorsque vous devenez riche, c'est à ce moment-là que les problèmes commencent. Et ayant un peu de moyens, la famille estime que les biens acquis pendant le mariage, ce sont les biens qui ont été achetés par l'homme et on ne voit pas la femme en train d'apporter quelque chose dans le foyer. Et comme certaines personnes ne se cachent pas, certains membres de la famille disaient, le jour où le mari va mourir, c'est ce jour-là que nous allons récupérer tous les biens. On va se les partager. Et ça devenait comme une forme de menace à l'égard du couple. Et le couple qui était uni par la communauté universelle des biens a fini par saisir le tribunal pour demander la séparation des biens. Ainsi, ils ont établi la liste de tous les biens et ils se sont partagés entre les deux époux, pas de problème. Un bon partage sans problème. Et ils ont partagé aux enfants. Et donc, vous voyez, là, c'est la pression sociale, la pression familiale qui a poussé ce couple-là à opter pour un autre régime, le régime de la séparation des biens. En fait, c'était l'homme l'a fait pour protéger son épouse. C'est-à-dire, si jamais il venait à mourir, personne ne touchera aux biens propres de son épouse. C'est comme ça qu'il a eu à changer le régime matrimonial. Donc, la loi vous autorise à changer, à modifier votre régime, mais à condition que, notamment, vous puissiez apporter la preuve que c'est une modification justifiée. C'est une modification justifiée. Et je pense que c'est un problème crucial parce que ce problème revient aussi au niveau de la succession. Peut-être que par la suite, on aura une séance sur la succession parce que c'est un grand problème aussi. Et c'est comme ça que généralement nous conseillons que les biens acquis par les époux puissent être au nom des enfants. C'est pour éviter tous ces cas où on vient ravir les biens. Alors, devant quel tribunal s'est présenté pour le changement du régime matrimonial? C'est au tribunal de paix de la dernière résidence des époux. Donc, si vous habitez Mwanda, ça signifie que vous irez au tribunal de paix de Mwanda. C'est pour vous formuler votre demande auprès de la présidente du tribunal. Si la demande est acceptée, évidemment, il y aura un jugement de changement ou de modification du régime matrimonial. Si vous n'arrivez pas à prouver, effectivement, à ce moment-là, ce sera un rejet. Mais pour renouveler, si les pressions persistent et que vous tenez à changer, à modifier votre régime, il faut attendre 2 ans après le refus. Vous attendez 2 ans et vous pouvez encore renouveler votre demande en prouvant que c'est vraiment dans l'intérêt du mariage que vous le faites. Alors, quels sont les effets du régime matrimonial en cas de dissolution du mariage? Évidemment, en cas de dissolution du mariage, comme je l'ai dit, le mariage peut se dissoudre par le décès. Ça, c'est une dissolution automatique de plein droit, soit par le divorce. Mais il faut savoir que si les époux se sont organisés pour confier la gestion des biens à l'un d'entre eux, il faudrait absolument que l'on puisse faire l'inventaire des biens et arriver à savoir comment il a géré. Parce que si ce n'est pas un divorce,
il peut arriver que celui qui gère puisse camoufler certains biens ou dilapider, sachant que les qui sont dans la procédure, dilapider les biens. Donc, vous voyez qu'en ce qui concerne le régime matrimonial, c'est toujours important de savoir dans quel régime je suis pour comprendre en cas de divorce. Je viens dire pour nous les chrétiens, le divorce, ce n'est pas dans notre tête. Mais parfois, cela arrive quand même. Alors, donc, dans la gestion de biens, on doit comprendre comment on a géré. Est-ce qu'il n'y a pas eu de dissimulation de biens? C'est très important. Et aussi, au niveau du partage des biens en cas de dissolution du mariage. Parce qu'en cas de divorce, vous devez savoir qu'il y a la liquidation de biens et on arrive au partage des biens. Les juges décident de partager les biens entre les époux. Et là, c'est à cette occasion qu'il va demander que vous allez introduire l'acte de mariage pour qu'ils puissent comprendre sous quel régime vous êtes tenu. Si c'est la communauté des biens, en ce moment-là, le bien sera partagé par moitié évidemment. Et si vous êtes en séparation des biens, le problème ne se posera vraiment pas parce que chacun prendra ses biens et parti. Alors, si c'est le régime de communauté réduite aux acquis, en ce moment-là, chacun va garder ses biens propres et le partage se fera uniquement au niveau des biens qui sont communs aux deux époux. C'est clair, hein? Les biens qui sont communs aux deux époux. Il en est de même en cas de décès. En cas de décès, vous devez savoir, parce qu'on a toujours dit que en cas de décès, il y a la liquidation des biens aussi. Quand je dis en cas de liquidation, c'est-à-dire qu'il y a le passif et l'actif. Les biens et les dettes aussi. Tout le monde supporte. Mais si, lorsqu'on est dans un régime de séparation de biens, chacun supporte ses dettes. Chacun supporte ses dettes. Il n'est pas question que l'un des époux supporte les dettes de l'autre. Sauf si c'est un arrangement qui entraîne aussi remboursement. Voilà. Même au niveau des décès, on doit savoir que lorsque l'un des époux décède, on doit savoir sur quel régime ils sont. Si c'est le régime de la communauté universelle de biens, c'est clair que les biens seront divisés par moitié et la partie qui fera l'objet de la succession, c'est la moitié de la personne décédée ou de l'époux décédé. C'est ça qui fera l'objet de la succession. Et l'autre partie, la moitié, reviendra au conjoint survivant. Et ça échappe au partage. Si c'est le régime de séparation de biens, en cas de décès, aucun problème. On suppose que les biens du défunt sont connus, les biens du conjoint survivant sont également connus. Et d'ailleurs, pour les régimes de la séparation de biens et de la communauté réduite aux acquis, généralement, l'officier d'état civil peut même vous demander de présenter l'inventaire de vos biens. Chacun des époux doit présenter l'inventaire de tous ses biens avant le mariage. Pour les régimes réduits aux acquis, on vous demande qu'est-ce que vous avez comme bien avant le mariage, vous donnez la liste. Et de sorte qu'en cas de dissolution du mariage, on sait quels sont les biens qui appartenaient à chacun. Voilà, je crois que c'est par là que je termine. Il y a la responsabilité des dettes, comme je l'ai dit. Donc, lorsque vous choisissez un régime matrimonial, si c'est la communauté, donc vous êtes tenu aux dettes aussi. Et si c'est la séparation, chacun est responsable de ses dettes. Je dis et je vous remercie. On continue à acclamer.